Eh bien écoutez, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est quand même assez sérieux et qui nous préoccupe. Parce que comme vous le voyez, de l'eau, de l'eau, de l'eau, on est envahi. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes. Nous on a la chance de ne pas avoir d'inondation, mais avoir eu des précipitations en permanence, sans arrêt. Là on a une éclaircie, on va essayer de faire la vidéo aujourd'hui. Ça fait penser au président MacMahon. Vous savez, MacMahon, il était président de la France sous la troisième et il s'est retrouvé à Toulouse parce que Toulouse avait été inondée en 1875. Il est allé voir, comme font tous les bons politiques quand il y a une catastrophe. Ils viennent se montrer pour montrer qu'ils ne sont pas insensibles à ce qui se passe. Et quand il est arrivé, il a dit « Oh, que d'eau, que d'eau !» Cette phrase est restée célèbre. Mais ce qu'on a moins dit, c'est la réponse du préfet. « Ah, et ça c'est rien, monsieur le président, parce que là vous ne voyez que le dessus. » On s'imagine bien qu'il y avait de l'eau en dessous. Bon, enfin, ça, c'est une parenthèse. Moi, ce que je veux vous parler, c'est vraiment de toutes ces précipitations qui ont lessivé les sols, qui lessivent les sols. Et selon les sols, on est plus ou moins lessivé. C'est quoi le danger? C'est que, évidemment, un sol, pour qu'il soit productif, il est constitué, vous le savez, depuis qu'on en parle, de micro-organismes, d'humus, de limon, etc. Quand il y a des précipitations comme ça, eh bien, l'eau descend directement à la nappe phréatique. Et la nappe phréatique, elle entraîne tout ce qui nous est utile. Les vers de terre tombent plus bas, les mycorhizes disparaissent. Enfin, après, on a un sol qui est complètement dénaturé. Préventivement, il y avait des solutions. Et c'est des solutions qu'on connaissait par cœur dans le passé, figurez-vous. On savait très bien que les anciens faisaient des murettes autour de leur espace de culture. Ils faisaient des fossés au pied des murettes pour que l'eau qui tombe s'écoule dans les fossés qui étaient creusés perpendiculairement à la pente. Il y avait l'eau qui tombait du ciel, mais il n'y avait pas les eaux d'accumulation qui venaient en plus en rajouter. Donc il y avait ce phénomène qui était quand même une bonne précaution. Et puis il y avait des haies. Et dans les haies, parce qu'il y avait les haies qui elles aussi jouaient leur rôle avec tous les auxiliaires qui se réfugiaient dans les haies, et dans les fossés, il y avait aussi les batraciens, des tas d'auxiliaires aussi, très importantes pour le potager. Bon, ça c'est un peu l'histoire, mais si on veut savoir où on va, c'est bien aussi de savoir d'où on vient. Depuis un petit moment, on vous dit le bêchage avec parcimonie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais le bêchage, il a tendance, lui, à aller profondément, à entraîner justement les matières actives au plus profond. Et s'il y a des précipitations comme ça, elles descendent encore plus vite. Voilà ce qu'on peut en dire. Et je vais vous expliquer ce qu'on peut peut-être faire pour y remédier. Alors je pense qu'on a tout intérêt à s'inspirer de la nature. Et surtout la nature qui n'est pas travaillée et qui pourtant présente des signes de bonne santé, c'est-à-dire les forêts. On parle souvent, on va dans les forêts, personne ne cultive les forêts, on va dans les forêts, les feuilles tombent, elles s'empilent, les branches, les animaux, il y a des animaux, et l'équilibre se trouve parfait grâce à tout cela. Alors, est-ce que nous, le fait de cultiver, on perturbe la nature? La réponse est non. Si on cultive, de quelle manière cultive-t-on? Ça dépend comment on fait. Si vraiment on fait n'importe quoi, sans doute qu'on la perturbe et qu'on la perturbe beaucoup. Ça nous remet au siècle précédent, ou même au début du siècle dernier, surtout dans la culture intensive. Je ne dis pas que les potagers, on a toujours été quand même assez prudents. On n'a pas utilisé autant d'engrais que ça parce que ça nous paraissait, d'abord c'était cher et en plus on essayait de trouver d'autres moyens. Mais dans la grande culture, on n'a pas fait de rotation de culture, on n'en fait toujours pas. Si vous allez dans certaines régions, ce qu'on appelle le grenier de la France, la Beauce, la Brie, qui fait que du blé, et toujours du blé, et tous les ans il n'y a que du blé. Alors à perte de vue, on fait du blé, et chaque année on refait du blé. Oui, mais alors les sols, ils sont quand même épuisés. Ah oui, mais c'est pas grave, on met des intrants. Les intrants, c'est les engrais. Alors on met tout ce qu'il faut, là. Toute l'industrie chimique arrive là-dedans, et on continue avec ça. Bon, nous, dans nos potagers, on ne fait pas ça. Mais évidemment, si nous, on ne fait pas ça, parce que dans les potagers, on n'utilise plus de glyphosate, c'est interdit. Mais ce n'est pas les potagers qui étaient les plus dangereux pour le glyphosate. C'était plutôt les hectares de grande culture. Mais là pour l'instant, c'est pas... Bon, ça, autre débat, mais on peut quand même avoir une réflexion là-dessus, d'accord? Partons du principe que les méthodes qui ont été utilisées en grande culture sont désastreuses. Et elles le sont encore d'ailleurs. Et c'est même curieux parce que, voyez-vous, moi je parle avec quelques agriculteurs du coin qui sont tout à fait convaincus qu'on épuise les sols régulièrement, ils les épuisent. Oui, alors ils disent, de toute façon, si on met rien, on récolte rien. Évidemment, si on met rien, ils utilisent, alors c'est là où je voulais en venir, ils utilisent les sols. En fin de compte, le sol, pour eux, c'est un support de culture. Voilà, on met un support, comme on mettrait un support inerte, comme on fait
parfois aussi dans les cultures sous serre des pins de laine de roche, dans lesquels on envoie les matières chimiques, et puis on se substitue à tout ce qu'il y a dans le sol normalement. Mais c'est pas comme ça qu'on veut faire notre potager, nous. Hein. Donc, nous, on travaille pas comme ça, et on refuse de le faire d'ailleurs. Hein. Donc, on pense que l'équilibre, il doit se trouver par des techniques différentes. Et c'est celle qu'on met en place et que j'aimerais que vous puissiez vous inspirer parce que on peut récolter très bien sans utiliser ces méthodes-là. Alors, on a une prise de conscience aujourd'hui, on ne l'a pas toujours eu, hein. Mais aujourd'hui on l'a de plus en plus. Tous ceux qui se désolent de voir que le climat se dégrade, que les inondations se répandent partout, que la planète est un peu sans dessous dessus, est-ce qu'ils sont prêts à remettre en cause leur façon de faire? Pas toujours, je crois. Hein. Quand on parle avec eux, on s'aperçoit que non. Les pollueurs, c'est toujours les autres. Hein. C'est jamais eux. Bon, autre débat, je vais le clôturer là parce que sinon, ça va nous entraîner un petit peu au-delà. Donc voilà, restons-en là pour l'instant. Ça fait référence à la précédente vidéo que j'ai faite sur les engrais verts. Ça, c'est vraiment la solution. C'est la meilleure de toutes les solutions. Alors les engrais verts, c'est de la facélie, c'est de la moutarde, il y a quelques espèces comme ça. Il suffit de les planter. Alors quel est l'intérêt de ces engrais verts? Ils ont un système racinaire qui va ameublir le sol. Donc ils vont l'ameublir plus ou moins en surface. Les vers de terre vont remonter, ils vont faire le boulot en dessous. Et ensuite, on aura une terre qui sera beaucoup plus souple et facile à travailler. Et les engrais verts qui sont là, eux, apporteront les amendements nécessaires au sol quand on les aura enfouis ou simplement fauchés et mis en couvre-sol. On aura évité les adventices, on aura préservé son sol. Là, on cultive le sol. Alors, j'ai eu une remarque sur la dernière vidéo d'un d'entre vous qui m'a dit « Ah bah ouais, mais faut acheter les graines, ça coûte cher les graines. » Ah oui, rien. Si on n'a pas la graine, oui, vous semez des graines, mais celles-là, il faudra bien les acheter, à moins que quelqu'un vous en donne, mais bon. Et puis, mais par contre, après, vous serez autonome. Hein. L'année prochaine, vous serez parfaitement autonome. En septembre, vous récolterez les graines et vous aurez les graines que vous pourrez semer dès octobre. Donc, vous voyez, ça vaut la peine de s'y mettre quand même. Voilà le premier conseil que je voulais vous donner. Une fois que vos engrais verts seront semés, donc vous les laisserez faire leur capture d'azote pour le sol, comme je vous l'ai dit. Mais après, vous les enfouirez. Alors on les enfouira, on peut les enfouir, on peut aussi bien les faucher. Ça, c'est pas pour la facélie, mais plutôt pour la moutarde qui va monter un peu plus haut. On peut la faucher, la coucher sur le sol. Hein. Ça fait un complément, elle va se répandre sur le sol. Mais on peut y rajouter justement du compost, si vous en avez, du fumier, hein, du BRF un peu, vous savez, c'est les copeaux de bois, et de la paille. Et des feuilles, bien sûr. Alors, vous voyez, on a quand même beaucoup de matières organiques qui peuvent enrichir notre sol de cette manière. Je pense qu'il faut partir à fond maintenant et pas de façon trop timide sur ces techniques-là, qui sont des techniques ancestrales, qui ont fait leurs preuves, qui ont été un peu remis en cause par l'industrie chimique, parce que, et puis par la facilité, c'était tellement plus facile de balancer des sacs d'engrais dans le sol, mais un peu inconsciemment pour ceux qui l'ont fait, parce qu'on ne leur avait pas dit que c'était aussi mauvais. Donc ils ne le savaient pas, donc ils l'ont fait de bonne foi. Donc je ne veux pas qu'on jette la pierre à personne. Je veux simplement vous dire une chose, un homme averti en vaut deux. Donc ils n'étaient pas avertis, ceux qui bêchaient trop fort. Oui, on ne leur en veut pas, ils ne savaient pas. Mais nous on sait. Hein. Donc à partir du moment où on sait, et qu'on continue, hein, errore humanoe, diabolicum persévere. Bon, donc voilà, l'erreur est humaine, mais quand on ne sait pas, on ne sait pas, mais quand on sait et qu'on continue, alors là, on devient coupable. Bon, ça, voilà, vous allez me dire, je suis très moraliste aujourd'hui, c'est vrai, mais bon, l'heure est grave quand même, hein, vous avez pris conscience de ça, hein. L'heure est grave, et donc il faut, nous-mêmes, à notre niveau, pour nous et pour nos enfants surtout, y penser et changer notre façon de faire, voilà. Donc voilà, alors ici nos facélies qu'on a semées il y a quelques jours, hein, il y a, enfin bon, disons, je sais plus, une vingtaine de jours, même pas. Voilà ce que ça donne. Alors ça, c'est que le début, mais vous voyez, les racines commencent déjà à bien s'enraciner, ces racines qui vont là, qui vont crocheter en diamètre là, et qui vont finir par bien aérer le sol. Et surtout, elles captent l'azote, vous voyez, par leurs feuilles, c'est leur caractéristique. Elles vont capter l'azote et l'envoyer directement dans le sol. Donc voilà pourquoi on appelle ça un engrais vert. Ensuite, on pourra l'enfouir si on veut ou la laisser sur le sol éventuellement. Enfin, faire une pépinière de ça,
pour avoir de la graine, justement une pépinière de graines, pour récolter des graines en septembre et après les ressemer au printemps qui suit. C'est une pratique qui n'est pas onéreuse du tout, en dehors du fait qu'il faut acheter les graines la première fois ou alors les trouver ailleurs. Donc voilà, ça je voulais vous le dire et vous le montrer, vous voyez. En même pas un mois, on a déjà un système de racines et de feuilles qui est quand même déjà pas mal élaboré. Alors on ne dira jamais assez, pour cultiver des légumes, il faut d'abord cultiver son sol. Car si vous cultivez des légumes sur un sol qui n'a pas tous les ingrédients nécessaires, vous n'aurez pas de belles récoltes. Donc il faut le savoir. Donc cultiver son sol pour pouvoir cultiver des légumes par la suite et pas l'inverse. Donc ça, on doit s'imprégner de ça pour être sûr. Ça suffit, pas besoin d'acheter des tonnes d'engrais, des tonnes de trucs. J'avais fait des prélèvements, que je vais pouvoir vous montrer, des prélèvements de sol dans la hauteur. J'ai mis dans des bocaux, et dans les bocaux, on voit bien les strates. On voit les strates, alors on voit l'humus, on voit le limon, on voit les différentes couches de matière qui composent notre sol. Je suis sûr que je fais aujourd'hui le même prélèvement, j'aurais pas du tout les mêmes strates, parce que les pluies ont entraîné, ont perturbé le sol et surtout les limons, c'est-à-dire les sables, sont partis directement à la nappe phréatique. Donc notre sol est complètement déséquilibré. Donc il faut trouver des pratiques qui évitent d'être... Parce que les précipitations comme ça, on va en connaître beaucoup dans les années à venir. Donc on doit s'adapter au plus tôt et on va continuer à cultiver notre potager parce que c'est notre plaisir, c'est nourricier parce que c'est formidable et donc ça j'espère que vous êtes convaincus de ça, mais adaptons-nous et tout ira bien. Le recours aux biostimulants reste toujours d'actualité mais pas n'importe lesquels, donc vous pouvez utiliser la poudre d'algues, la poudre d'os, du sang desséché. Alors moi j'ai fait des décoctions, vous le savez l'année dernière, de consoude, purin d'ortie, sans oublier bien sûr le purin de prêle. Donc ça c'est la base. Je vous ai également fait une vidéo pour montrer le traitement de bouillie bordelaise. J'en ai pas utilisé cette année. Pourtant c'est une année où il y a eu énormément de mildiou. Et moi, j'en ai pas eu trop, enfin un peu en fin de saison, mais c'était la fin. Quand on traite avec des bouillies bordelaises, c'est admis en agriculture biologique, la bouillie bordelaise. Nous, on l'a fait nous-mêmes, c'est beaucoup plus économique et je vous ai fait une recette pour ça. Donc, vous voyez tout ça. On commence à avoir quelques limaces, vous voyez. Regardez-moi ça, elle est pas belle celle-ci ? Ah, mais elle a rentré ses cornes, on dirait une grosse ventouse. Ça, c'est plutôt bon signe, cette saison, elle ne nous gêne pas. On va peut-être lui demander d'aller voir un petit peu plus loin, si c'est possible, parce qu'on a une superbe prairie en bas, et elle sera beaucoup mieux dans la prairie que dans notre jardin, d'accord ? Voilà où on en est. Je vous invite, bien sûr, à en faire autant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous y répondre. Et en attendant, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment, Et puis, je vous dis à bientôt, mes amis.